Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit zoom sommaire sur les trois lois de Kepler, trois lois fondamentales dans la mécanique céleste puisqu'elles nous permettent d'étudier le mouvement d'objets qui se déplacent autour d'astres attracteurs. Alors, commençons sans plus attendre par la première loi de Kepler, dite la loi des orbites. Voici l'énoncé. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil. Alors, il me semble important d'expliciter le terme ellipse. Je pense que tout le monde voit à quoi correspond un cercle. Parmi ses caractéristiques, on peut retenir son centre et son diamètre. Imaginez que l'on écrase le cercle de part et d'autre de l'un de ses diamètres, on aura une sorte de cercle aplati, et on parle d'ellipse. Alors, bien entendu, la définition n'est pas très très rigoureuse, hein, vous l'avez compris, c'était juste pour vous fixer un petit peu les idées. On ne peut plus parler de centre du cercle, on parlera cette fois de foyer, qui sont représentés ici par les deux pastilles qui apparaissent à l'écran. On ne peut plus parler de diamètre, puisque c'est plus un cercle, on va parler d'un grand diamètre et d'un petit diamètre, plus précisément d'un grand axe, qui vaut 2 fois A, donc A qui est une valeur chiffrée, et d'un petit axe qui vaut 2 fois B, petit b étant aussi une valeur chiffrée. Alors, je vous invite à consulter une vidéo que j'avais réalisée dans le passé qui consistait à tracer une ellipse de manière très artisanale à l'aide d'un stylo, d'une corde, de punaises, d'un carton. Alors, si mes collègues de maths m'écoutent auparavant, je suis désolée hein, de cette vidéo artisanale, mais je trouve qu'elle avait quand même la vertu principale de nous permettre d'appréhender cette notion de foyer. Ce qui est important à retenir, hein, j'ouvre une parenthèse ici, c'est que si les deux foyers, vous les rapprochez l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'intersection du petit et du grand axe, eh bien l'ellipse va se déformer et progressivement elle va prendre une forme circulaire et elle sera même un cercle. Elle aura une forme circulaire lorsque les deux foyers vont être l'un sur l'autre à l'intersection du petit et grand axe. Revenons sur l'énoncé de la première loi de Kepler. Donc la trajectoire elliptique, ça je pense que c'est bon, hein, on voit à quoi ça correspond désormais. Et puis, si je reprends, donc c'est l'un des foyers sera l'astre attracteur. Dans le cadre de la vidéo qui nous intéresse ici, ce sera le Soleil, l'astre attracteur. Et puis donc vous avez la planète qui a une vitesse initiale, mais sous l'influence du Soleil, hein, cette planète va subir une force attractive du Soleil. Elle va donc avoir une trajectoire particulière, elle ne sera pas en mouvement rectiligne uniforme, ce sera une trajectoire elliptique selon Kepler. Deuxième loi, la loi dite loi des airs. Voici l'énoncé. Le rayon vecteur reliant le centre d'une planète au centre du Soleil balaye des airs égales pendant des durées égales. Là encore, il me semble important d'expliciter cette notion de rayon vecteur, à savoir que c'est le rayon qui relie le centre du Soleil à la planète, à un système que l'on étudie. Alors, si on décortique cette loi, elle nous dit la chose suivante. Imaginons que la planète se trouve à une position P1 sur sa trajectoire, déclenchons le chronomètre. Et puis, à un moment donné, elle va bien sûr se déplacer, et puis elle va arriver à une position P1', et là on arrête le chronomètre. On a donc une durée, d'accord, X secondes. La planète continue à se déplacer, et puis on remet notre chronomètre à 0. Quand la planète arrive à la position P2, on lance le chronomètre, et on va arrêter le chronomètre quand quand la durée écoulée sera la même que celle nécessaire pour aller de P1 à PA'. Autrement dit, on arrête le chronomètre lorsque cette durée est atteinte. Autrement dit, la durée pour aller de P1 à PA' est identique à la durée pour aller de P2 à P2'. Kepler nous dit que les aires balayées par le rayon vecteur sont égales, que A1 égale A2. Or, vous voyez bien, la forme des surfaces correspondantes n'est pas la même. La surface d'air A1 est plutôt, on va dire, a plutôt une forme, enfin la portion en tout cas correspondante a plutôt une forme étroite et longue, alors que cette surface a une forme différente. Cette surface d'air A2 a une forme différente, elle est plutôt étalée un peu. Hein. Tout ça pour vous dire que la distance P1, P1' est plus petite que la distance P2, P2'. Or, les durées pour parcourir ces distances sont égales. Donc si la planète met le même temps pour parcourir une distance plus grande en allant de P2 à P2', ça veut dire que la vitesse de la planète est plus grande pour aller de P2 à P2' que pour aller de P1 à P'. C'est une conséquence de la deuxième loi de Kepler. D'accord, ça c'est très important. R égale portion de segments différents pendant des laps de temps identiques, donc vitesse différente. En particulier, la planète, lorsqu'elle parcourt sa trajectoire, a sa vitesse la plus grande lorsqu'elle est proche du Soleil, on parlera de la périhélie, Hélios le Soleil, et sa vitesse est la plus petite lorsqu'elle est le plus loin du Soleil,
Aphélie. On pourra retrouver des situations similaires avec dans le rôle du Soleil la Terre et dans le rôle d'une planète la Lune par exemple. La Lune, lorsqu'elle est à l'apogée, donc c'est le plus loin, G pour Géo pour la Terre, lorsqu'elle est plus loin de la Terre, et ben, sa vitesse est la plus petite, alors que lorsqu'elle est au G, c'est donc la vitesse est la plus grande. Bon. Donc là, périhélie, aphélie. Alors, abordons maintenant la troisième loi de Kepler, qui est la loi dite des périodes. C'est une loi qui est assez simple à retenir et qui donne lieu, en général, à des questions d'ordre calculatoire, d'ordre du calcul. Alors là encore, il ne faut pas s'affoler. Il y a juste 2-3 éléments à comprendre qui sont tout à fait abordables. Le reste, ce n'est que de la routine, que de l'entraînement, comme bien souvent pour de nombreux exercices de mécanique. Cette loi est la suivante, elle nous dit que la période de révolution du système étudié au carré sur le demi-grand axe au cube, est égale à une constante qui dépend de la masse de l'astre attracteur. Alors, notamment de grand G, on va y revenir dans une autre vidéo. Alors déjà, cette période de révolution, de quoi s'agit-il? C'est le temps que va mettre la planète pour faire un tour autour de l'astre attracteur. Dans notre cas, c'est le Soleil, l'astre attracteur. Bon, si la planète, c'est la Terre, la période de révolution, c'est donc 365 jours. Ne confondez pas période de révolution et période de rotation. Période de rotation qui est le temps nécessaire pour un astre pour tourner sur lui-même. Pour la Terre, la période de rotation, c'est 24 heures. Bon. Le demi-grand axe, donc je vous rappelle, si on a une trajectoire elliptique, eh bien, le demi-grand axe, c'est la moitié du grand axe, donc c'est petit a. Vous le verrez, dans de nombreux exercices, on va faire une approximation. On va dire, la planète n'a pas vraiment une trajectoire elliptique, on va considérer que sa trajectoire sera circulaire. C'est une approximation qui n'est pas complètement farfelue. En tout cas, elle est très pratique pour faciliter, entre guillemets, les exercices. Et ainsi, on peut se dire, si on n'a plus une ellipse, mais un cercle, ça veut dire que le grand axe devient diamètre et le demi-grand axe devient rayon de la trajectoire. J'insiste bien, rayon de la trajectoire. C'est pas le rayon du Soleil, c'est pas le rayon de la planète, c'est le rayon de la trajectoire. C'est très très important à retenir. Ainsi, la troisième loi de Kepler devient T carré sur R au cube. Alors là, j'aurais dû corriger, c'est pas petit a grand axe, c'est R rayon de la trajectoire, d'accord. Et donc T carré sur R au cube égale constante, voilà, tout simplement. Alors, une dernière chose avant de se quitter, il ne faut pas oublier que les trois lois de Kepler peuvent aussi s'appliquer à tout astre en orbite autour d'un autre astre attracteur. Alors quand je dis tout astre, c'est au sens large, puisque ça peut être un satellite naturel ou artificiel. Typiquement, je reprends le cas que j'avais plus ou moins suggéré, le cas de la Terre. Je vous rappelle qu'autour de la Terre, il y a des centaines et des centaines de satellites qui tournent autour de la planète. Et puis, il y a aussi des satellites, donc je parle artificiels, je sous-entends. Et puis, il y a un satellite naturel qui est la Lune. Eh bien, les lois de Kepler peuvent s'appliquer à la Lune qui est en mouvement autour de l'astre attracteur Terre. Donc là aussi, on peut très bien dire que la Terre occupe l'un des foyers de la trajectoire elliptique de la Lune, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les trois lois de Kepler. Je vous dis à bientôt.